Sunderlight Productions. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième capsule UTMB du podcast Ultra Talk. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Arnaud Manzanini, mais moi, Guillaume, qui vais animer cette émission à l'occasion de l'UTMB. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans l'émission Anne-Lise Rousset-Séguré, ultra traileuse de haut niveau. Elle a fini deuxième à la dernière édition de la Diagonale des Fous, derrière une Courtenay de Walter, et elle vient tout juste de terminer la Hard Rock 100, où là aussi elle a fini deuxième, toujours derrière Courtenay de Walter. Anne-Lise, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement sur ton actualité chaude, à savoir la Hard Rock 100 que tu viens de boucler. Je sais que c'est une course importante pour toi puisque tu as fait l'impasse sur les championnats du monde de trail justement pour pouvoir te préparer et être à fond à la Hard Rock 100. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette course ? La Hard Rock, ça fait partie des 4 grands monuments de l'Ultra Trail. Et on avait été à Silverton en road trip, c'était en 2017, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'était l'image qu'on peut se faire de l'Amérique. En tout cas, c'est l'image que nous, on en a, même si les États-Unis, c'est extrêmement diversifié. Et ce côté authentique dans les villes qu'on traverse, Silverton, Ouray, Telluride, c'est hyper... ils ont tout gardé dans leur jus. L'accueil des gens, et c'est vrai que cette atmosphère-là était vraiment ce qu'on recherchait. Et je crois que c'était ce qui me plaisait. Et puis ce côté tirage au sort, ce côté vraiment très fermé, ça n'a rien à... c'est l'opposé de l'UTMB en fait. L'UTMB est un incroyable événement, mais la Hard Rock, c'est tout son contraire. Et c'était cette curiosité de voir ce que c'était, de pouvoir participer, d'avoir la chance de participer à ce grand monument du trail. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai pu avoir ce dossard et c'était l'objectif clairement. Donc c'est une course qui a rempli toutes ses promesses, si j'en crois ce que tu en dis. Est-ce que toi, tu penses peut-être pleinement exprimer tes talents, tes capacités, tes aptitudes physiques, mentales ? Est-ce qu'il n'y a aucun regret sur cette course-là ? Alors, elle a rempli ses promesses, ça c'est sûr, en termes de ce que j'en attendais, de paysage, d'atmosphère, d'ambiance, ça c'est clair. Après, physiquement, c'est toujours pareil. C'est ma 3e expérience sur de l'ultra. J'ai du mal encore au-delà de 120 bornes. C'est difficile encore pour moi de tenir jusque-là. Le 100 miles reste encore très compliqué. Mais on va dire quand même que j'ai couru avec Courtenay, j'ai couru longtemps même devant Courtenay, je n'en espérais pas tant. Adri qui me fixe tous mes temps, mes chronos, il espérait 27h30, donc on est pas mal. 27h35 et ça a fait 27h30, donc même si la fin a été laborieuse comme à chaque fois que je fais, mes 3 ultras étaient terribles, mais sinon c'est cool. Alors Adrien, je crois qu'il y a eu aussi Grégory, Benoît, tes pacers, peut-être j'en oublie un encore. Et Lolo et Laurent. Donc je sais qu'ils ont eu un rôle clé à jouer sur cette partie-là. Alors tu dis encore que c'est tes débuts sur Ultra, on sait que l'expérience est extrêmement importante sur ce type de course. Qu'est-ce qui te manque encore ? Est-ce que tu penses que tu as encore des axes d'amélioration à travailler à l'entraînement ? Est-ce que c'est sur le plan physique, mental, nutrition ? À ton avis, quelles sont tes marges de progression encore pour mieux t'exprimer sur cette distance dingue ? Alors, il y a plein de choses à progresser. Visiblement, il faut que je travaille mes fessiers en ce moment. Il faut que je travaille la marche. Pareil que je fais des petits pas ridicules. Donc, je travaille ça. Et puis après, clairement, c'est cette résistance, quoi. C'est cette endurance où passer le gap des 120 bornes. Et après, je pense qu'on a une limite physio aussi. Clairement, en fait, au-delà du côté musculaire, articulaire, il y a ce côté physio où, d'un point de vue digestif, tout est à l'arrêt, point de vue urinaire, tout est... Le métabolisme, il s'arrête et c'est dur. Et je pense que même si on s'entraîne, si on fait des heures et des heures, je crains que cette barrière physio, elle est quand même difficile à dépasser. Donc on va essayer de travailler ça. Donc une partie de renforcement musculaire, effectivement, qui est essentielle quand on sait
voilà, comment les muscles sont mis à rude épreuve sur ce type de distance. Niveau nutrition, il y a toujours des axes d'amélioration. Maintenant, la digestion, on sait que c'est un vrai souci pour beaucoup de coureurs. Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut toujours entraîner son intestin. Et au niveau mental, est-ce que aussi rester concentré autant de temps, essayer toujours de se raccrocher à des choses, c'est très très dur parce que c'est un mental qui use petit à petit. C'est pas vraiment une résistance à la douleur comme on peut avoir sur des courses beaucoup plus rapides. C'est vraiment quelque chose qui va nous user petit à petit. Toi, est-ce que tu penses que tu as encore des choses à améliorer sur ça ou il faut prendre la vie comme elle vient? Déjà, je pense qu'il faut quand même prendre du plaisir quand on fait ça parce que c'est clair que le mental, à un moment donné, il y a forcément des gros creux, il y a des moments qui sont incroyables, mais il y a des gros creux et on se dit qu'il faut travailler et accepter et savoir se dire que ça va revenir. Après, c'est beaucoup d'engagement quand on s'entraîne pour de l'ultra. Et quand ça va moins bien, clairement, à chaque fois, je me dis, mais tout ce que tu as fait en amont, c'est pas des sacrifices, mais des fois, il y a eu des choses difficiles à mettre en place avant pour mes proches, pour ma famille, pour mon petit aussi. Et souvent, je me rapproche à ça en me disant que ça va revenir. Et puis, de toute façon, on est là parce qu'on veut y être et ça nous plaît. Et on n'a pas le droit d'abandonner et de baisser les bras, quoi. Et c'est vraiment ce qui me maintient. T'as toujours, en tout cas moi, pour t'avoir suivi sur pas mal de tes courses, t'arrives toujours à te surpasser et aller au-delà des difficultés, des peines, à te remobiliser quand tout semble des fois perdu. T'arrives toujours à retrouver cette force. Donc, si tu trouves ça, le soutien auprès de ta famille, comme je pense beaucoup de coureurs aussi, c'est extraordinaire. Alors, avant de passer aux questions du public, c'est vrai que nous, les observateurs, on a peut-être une vision un peu datée du trail américain. On l'imagine un peu caricaturalement ou pas, ça tu vas nous le dire, mais comme des grandes plaines, tu vois, c'est 110 km, mais voilà, c'est limite une petite balade à travers champs. Est-ce que cette vision-là, elle est encore exacte aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé l'hard rock une course vraiment plate, très rapide, comme on peut l'imaginer quand on parle des trails américains, c'est un peu ce qui ressort? Est-ce que c'est tout à fait ça? Alors, pas du tout. Pas du tout. Et franchement, on est arrivé que 3 semaines avant là-bas. Et au reco, je me suis fait peur, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de neige encore. Il n'y avait personne qui était passé, qui avait fait les recos. Et Adrien me posait un endroit à me récupérer à d'autres, parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et franchement, je me suis dit, mais là, en France, on fait ça, c'est pas possible. Il y a le PG déjà qui nous arrête et on finit en prison. Enfin, c'est hyper engagé. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que il demande aux coureurs de se responsabiliser, d'être vraiment conscient de la difficulté qui va nous attendre, mais c'est de la vraie haute montagne. Alors après, il y a moins de cailloux qu'en Corse parce que c'est un terrain un peu moins accidenté qu'en Corse, mais il y a eu des gros pierriers et puis ça engage, quoi. Il y a un col qu'on passe à minuit, il y avait un mur de glace en fait, mais il n'y a pas de corde. Enfin, c'était trop facile de mettre une corde et clairement on tombe quoi. Et ça a été très déroutant. Et puis vraiment hyper sauvage, c'était que du single. Alors il y a eu quelques petites portions de piste parce que c'est un ultra et qu'à un moment donné il faut faire la jonction aussi entre certaines montagnes. Il y a eu quelques portions de piste que j'ai pas trop aimé d'ailleurs, mais sinon c'était que du single, que vraiment du sauvage. Donc non. Ça confirme des fois ce qu'on peut entendre de personnes qui n'y sont pas allées. En fait, c'est vrai que des fois, c'est intéressant d'avoir ce retour d'expertise là. C'est vrai que ce côté aussi, tu nous l'as dit, ce côté très intime, très préservé. Alors, on sait que les parcs naturels en Amérique, je crois qu'on ne peut pas dépasser plus de 300 personnes par jour. Donc, forcément, mécaniquement, ça limite aussi le nombre de participants. Le manque de densité aussi, parce que ça, on est souvent seul, finalement, dans la course. Et ça, sur des épreuves aussi extrêmes, j'imagine que ça doit quand même être un vrai challenge. Au moins sur l'UTMB, il y a tout le temps du monde, il y a du public qui nous porte, qui nous encourage. Là, on se sent pas trop seul au monde. Moi, j'aime ça aussi. Et oui, clairement, je pense qu'il y a 40 bornes où j'avais pas d'assistance à ce moment-là et j'ai vu personne, mais vraiment personne. Et il y avait ni personne devant ni personne derrière. Je ne voyais absolument aucun coureur. Donc ça, c'est après faut aimer ce côté-là. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on peut vivre à l'UTMB. L'UTMB est un événement ultra médiatisé, dense, où il y a du monde, de la ferveur, et ce qui est magnifique aussi. Et là, c'est l'opposé. Après, c'est une autre aventure, et moi, j'ai vraiment adoré ça. Il faut tout pour faire, il faut des locomotives pour porter le trail, pour l'emmener plus loin, pour le faire évoluer, et puis il faut aussi des courses un peu plus intimes, un peu plus confidentielles, un peu plus
voilà, où il y a cette, je ne vais pas dire ce côté élitiste, mais en tout cas ce côté très préservé qui est important. On a besoin de tout. Je pense qu'on peut encore une fois l'applaudir parce que moi, franchement, je suis épaté. Voilà. C'est vraiment top. Encore bravo pour le film, vraiment, parce qu'il est incroyable. C'est très rare qu'on ait une si belle qualité de production. Moi qui viens de la télé, donc je sais voilà, le travail que c'est. Et franchement, c'est du très très beau travail. Donc bravo à l'équipe, Scott, à Aaron encore, parce que c'est vraiment top de pouvoir rendre possible ce genre de choses. C'est des très très beaux témoignages. On va passer aux questions du public. Ça va être à vous de travailler. Alors on va faire passer un petit micro. Est-ce qu'il y a déjà une personne qui veut se lancer? Alors le premier, c'est le plus dur. Après, vous allez voir, on vous arrêtera plus. C'est parti. Tu t'appelles? Émilie, enchantée. Enchantée. Moi, je suis admirative, ça c'est évident. Je te suis sur Strava et Instagram et je te félicite pour ta communication parce que c'est pas tous les trailers qui savent communiquer, donc c'est très agréable au quotidien. Et la question, elle est plus par rapport à votre couple dans le trail. Et parce que moi, à un tout autre niveau, hein, avec mon copain, on fait du trail et à chaque sortie en commun, normalement, ça finit en mais arrête, tu me saoules à me dire d'accélérer en descente, de pousser, de relancer, de machin. Bon. Et donc forcément, quand on regarde vos films, c'est quand même le deuxième film où on te voit le tracter en vélo. Et que là, il me dit, pourquoi tu fais pas ça avec moi? Bah non. Et du coup, c'est vrai que quand on le voit de l'extérieur, vous voir aussi complice dans des conditions parfois aussi extrêmes, c'est admirable. Donc bravo. Et du coup, j'aimerais savoir, mais comment vous faites? C'est difficile de répondre à cette question. En fait, clairement, moi, c'est Adri qui m'a mis au trail. Je n'imaginais pas réaliser tout ça. Jamais j'aurais imaginé faire tout ça. Et c'est quelque chose qu'on vit à deux, c'est sûr, qu'on partage. Et je lui dois tout parce que j'aurais continué peut-être à courir 10 bornes comme ça et je n'aurais même pas été imaginé pouvoir courir en montagne alors que c'est incroyable. Donc il y a ce côté où je le suis et je me suis les yeux fermés. Il m'a toujours entraîné, ça a toujours été le secret de ce qu'on arrive à faire. On a essayé à un moment de dissocier les deux. Adri se mettait beaucoup de pression parce que mine de rien, je pense qu'il se met quand même beaucoup de pression à se préparer pour les objectifs. Et il a voulu, ça a duré 15 jours. Je lui ai dit, je pense qu'il faut que tu arrêtes, sinon j'arrête de courir. Donc soit tu me reprends, soit j'arrête. Ouais, je pense qu'on fonctionne comme ça. Et puis clairement, on a une vie de famille avec le petit. J'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps aussi, avec des contraintes, avec des gardes, enfin bref, avec des fois des courbatures le lendemain. Donc je pense que c'est aussi le seul qui est capable de gérer cette contrainte-là et d'allier l'entraînement avec le travail parce que c'est pas simple de concilier les deux quand on n'a pas la conscience de la charge physique que je peux avoir. Et d'ailleurs, il s'est un peu spécialisé dans l'entraînement du veto maintenant. Mais et puis, clairement, il me connaît par cœur et il sait comment je fonctionne. Je suis peut-être pas non plus comme tous ces athlètes. Tous ces athlètes sont différents et c'est vrai que des fois, mes centres de motivation pour les courses sont différents d'autres athlètes. J'ai pas forcément une soif de vaincre, de gagner. Et je fonctionne pas comme ça et ça, il le sait. Et je pense que c'est le seul qui est capable de me préparer pour comme ça quoi. Et après on mange pas trail, on vit pas trail tout le temps, on arrive à dissocier les deux donc l'équilibre il est pas mal quoi. Une autre question? Comment tu as géré l'altitude en fait? Parce que je crois que la majorité de la course se passe à plus de 3000, si je ne dis pas de bêtises. Comment toi tu avais vécu ce paramètre qui était un peu nouveau, puisqu'ici on n'a pas forcément ce terrain-là? Et je savais pas trop comment j'allais le gérer. Pour se préparer en amont, à part, surtout au mois de juin, c'était compliqué d'aller vraiment en altitude. On est allé un peu à Val d'Isère, mais c'est pas ce qui a joué sur le paramètre altitude. On y est allé avant, clairement. On y est allé presque 3 semaines avant pour s'acclimater. On avait pris un petit oxymètre de pouls pour voir un peu comment saturer. Et bizarrement, franchement, ça a été assez rapide. Quand on regardait l'oxymètre, finalement, j'avais des valeurs assez proches en quelques jours.
Donc ça a été, ouais, j'ai pas trop souffert. En tout cas, cette acclimatation a été plutôt bonne et ça a été. Après, clairement, on le sent avec la fatigue. Et c'est vrai que les derniers cols à 4000, les derniers passages, je sentais que voilà, j'avais du mal à fixer l'oxygène, j'étais essoufflée. Mais je pense que c'est même quelqu'un qui vit là-bas. J'en ai parlé un petit peu avec un Américain après la course et je pense qu'en fait, c'est indéniable, quoi. On ne peut pas trop faire face à ça. Mais franchement, ce paramètre-là que je redoutais un peu a été plutôt pas mal à gérer. On ne gère pas tous l'altitude de la même manière. Bon, 3000, c'est quand même une altitude énorme. Même sur la récupération, le sommeil, on sait que des fois, ça peut aller bien l'entraînement, mais le sommeil peut être compliqué. La migraine aussi, toi, tu n'as pas eu... J'ai pas trop eu de soucis, non. Ça va. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Peut-être une autre question. Ton prénom, c'est Dominique. Dominique. Jamais de bobo, de douleurs, de tendons, de choses comme ça pendant l'entraînement ou même pendant la course. Parce que je pense qu'on peut tous parler de petits problèmes récurrents qu'on n'arrive pas à éliminer, soit l'alimentation ou des apports de choses qui aident, je ne sais pas. Alors j'ai de la chance, pendant l'entraînement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Pendant la course, j'ai pas de chute, j'ai pas eu de soucis non plus. J'ai eu une petite usure après au niveau d'un tendon parce que voilà, on est toujours en dévers, donc ça use un petit peu. Et c'est vrai que j'ai eu une petite douleur à la cheville qui m'a un peu embêtée là dans la reprise, mais globalement ça va. À ce niveau-là, j'ai de la chance de pas trop souffrir de tendons, de tendinopathies ni d'entorses qui, c'est vrai, sont pénibles parce qu'en plus, des fois, il vaut mieux se casser quelque chose et ça se répare plutôt que d'accumuler, surtout quand on n'est jamais trop raisonnable et on reprend souvent vite sur des blessures. Donc c'est vrai que pour ça, j'ai de la chance et c'est de la chance aussi parce que je fais pas plus, quoi. Je suis pas vraiment suivie kiné, ni ostéo, ni quoi que ce soit. Mais ouais, c'est de la chance de me préserver par rapport à ça. Après l'alimentation, clairement en course c'est difficile à gérer et encore j'ai vraiment du mal à m'alimenter correctement et ça c'est des paramètres qu'il faut encore travailler, même si encore une fois on en parlait tout à l'heure, c'est à partir je pense qu'on a tous une limite physio où à un moment donné c'est difficile d'assimiler, mais il faut le travailler à l'entraînement au quotidien, quoi. On voit justement, je rebondis sur le choix de tes courses et la prévention des blessures. J'ai regardé un peu moi toutes tes différentes étapes ces dernières années. On voit que tu as un choix quand même assez minutieux sur tes courses. On voit que c'est quasiment, c'est toujours première ou deuxième place. Et là, quand je dis deuxième, c'est derrière Courtney Dauwalter. Donc voilà, mais on voit quand même que tu apportes un grand soin au choix de tes courses, que tu les prépares très très bien et que ça paye parce que tu n'as pas de contre-performance en tout cas dans les 24 derniers mois. Toi, quel regard tu portes un peu ? C'est vrai qu'on est passé, il y a un peu des modes, on est passé, il faut courir un ultra par an. Aujourd'hui, on voit qu'on revient un peu comme avant avec un enchaînement de courses. Et puis il va y avoir peut-être tout un lot de blessures, on va revenir un peu comme avant. Toi, quel regard justement tu portes à la sélection de tes épreuves, au cycle d'entraînement, à la planification ? Est-ce que la préparation, c'est un enjeu clé pour toi par rapport aux courses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, j'ai plus en tout cas une soif de courir tous les week-ends. C'est vrai qu'on en parlait, on me demandait là pour l'UTMB, est-ce que t'as pas les fourmis aux jambes ? Pas vraiment en fait. Je suis contente d'être là, mais de pas courir, ça me fait pas trop mal au moral du tout. Non, je pense que, alors surtout de l'ultra, c'est vrai que j'ai pu avant, je faisais plus des circuits, Skyrunning ou Golden, où ça impose mine de rien, des échéances très rapprochées. Et c'est usant en fait. Et pourtant c'était des plus petits formats, mais c'est usant de toujours enchaîner des gros objectifs. Maintenant avec l'ultra, alors clairement moi j'ai pas du tout la capacité d'en faire. L'année dernière j'ai voulu faire diagonale et GR et c'était trop. Et vraiment j'ai trouvé que c'était trop. Et donc voilà, je pense qu'un ultra, en tout cas pour moi, je ne veux pas m'en fixer 10 dans l'année, on va en fixer un. On essaye de le faire, ça c'est après Adri qui gère la partie prépa, mais on essaye de le préparer bien et on se focalise là-dessus. Et après, le choix de l'année est plutôt vraiment orienté sur cet objectif principal et à faire des courses après à objectif, on va dire, un petit peu moindre, même si ça reste des belles courses, mais pas en faire 10 dans l'année, quoi, c'est clair. Donc tu as quand même, dans ta planification, tu as quand même des grosses périodes un peu plus d'entraînement où tu vas travailler un peu plus en spécifique, les descentes, les montées. Tu es quand même dans une logique, là, si j'en crois ce que tu me dis, de progression. Tu as encore plein de talents à exprimer. Tu n'es pas du tout à fond de ton potentiel. Donc toi, la partie entraînement, la partie training, elle est capitale, quoi.
Ouais, après, voilà, ça, encore une fois, c'est Adri qui en est, le maître d'œuvre. Mais ouais, bon, je sais pas si j'ai encore à exploiter, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, à la fois le côté physique et mental, parce que pareil, préparer des objectifs tous les week-ends, je peux plus le faire. Je préfère en préparer un bien, se régaler sur un objectif et ouais, et forcément axer la préparation sur cet objectif-là, quoi. Et si on se projette un peu plus dans l'avenir, alors, tu as déjà voilà, la diagonale. Quelle course te donne envie encore voilà, est-ce que tu as déjà une petite idée du prochain défi? Pour l'année prochaine, on visera l'UTMB. Ouais, je pense qu'il faut le cocher dans une carrière. Alors, j'ai fait la CCC 2 fois, donc c'est déjà une belle ébauche de l'UTMB. C'est pas forcément. Voilà, je sais pas si je rêve de faire l'UTMB, honnêtement, mais je pense que c'est une course qui est belle. La CCC, je me suis régalée à chaque fois, les 2 fois que je l'ai fait. Et on va dire, si on peut parler de carrière, c'est pas vraiment une carrière, mais en tout cas, dans la vie d'un trailer, je pense que c'est chouette de le cocher. Donc j'ai envie d'y aller l'année prochaine. Une autre question? Mathieu, il s'appelle le jeune homme, je crois. Salut Annelise, déjà bravo. Je voulais te poser une question. Tu as couru les mythiques, on va dire, les courses les plus dures avec la diagonale, la hard rock et on peut même rajouter le GR20 même si c'est pas une course. Est-ce que tu pourrais les classer peut-être en... Je sais pas, quelle a été la plus dure pour toi, la plus difficile, même si elles ont chacune des paramètres différentes. Ça c'était ma première question et on t'a déjà répondu par rapport à l'UTMB. C'était quand est-ce qu'on te verrait sur l'UTMB et est-ce que tu penses que c'est pas trop roulant pour toi l'UTMB? Parce qu'a priori tu as l'air d'aimer les cailloux et quand c'est dur. Voilà. Alors, en fait, il y a la difficulté de la course et il y a aussi le ressenti et l'intensité qu'on y a mis. Clairement, je pense que la course de ma vie et dans laquelle où j'ai mis plus d'intensité de tout ce que j'ai pu faire, c'est le GR. Ouais, clairement, je pense que le GR, j'ai été vraiment au bout. C'était la première fois aussi, mais je crois que j'ai vraiment été au bout du bout de ce que je pouvais donner. Après, j'ai trouvé la diag dure dans le sens où j'ai été cramée encore. Enfin, je l'avais pas récupéré. Et du coup, c'est moins technique, le terrain est clairement moins dur que le GR, si on peut parler de technicité, de cailloux, de côté très, très, très brutal de la course. Mais elle est dure aussi parce qu'il y a justement cette alternance où il faut quand même courir pas mal. On a l'image de Mafat avec ses marches, mais avant, après, il faut quand même galoper et c'est assez difficile à ce niveau-là. Et la hard rock était dure aussi, bien sûr, parce que y a l'altitude, il y a le côté hyper sauvage et ce côté où c'est vrai que c'était une pure, quoi. Il n'y avait pas, à part ces petites portions de piste, sinon c'était très très sauvage et il fallait se débrouiller. Et avec l'altitude, ça rendait le terrain difficile. Par rapport au côté roulant de l'UTMB, bon. Je crois que, j'adore les cailloux en fait. Moi, c'est ce que je préfère, les montées, les descentes et les grosses caillasses. Et pourtant, je pense, en tout cas d'après ce que dit Adri, c'est vrai qu'il a fallu beaucoup le travailler en fait, ces montées et ces descentes, parce qu'à la base, c'est peut-être mieux sur du roulant, mais j'aime moins. Donc voilà, on verra. Il va falloir retravailler encore ces côtés-là, même si on dit que c'est du roulant, on prend quand même des gros talus sur l'UTMB. C'est pas non plus si roulant que ça. Donc ça sera une autre façon de travailler, c'est sûr que ça sera différent, une autre préparation. Et on verra si ça va bien aussi. T'es quand même rapide, Annelise. Je vois quelques séances que tu fais. Je pense que tu es loin d'être la coureuse la plus lente du circuit, à mon avis. Et voilà, je suis pas du tout inquiet sur l'UTMB. Mais c'est intéressant ton retour d'expérience sur le GR20 parce que c'est vrai que pas plus tard qu'il y a 2 jours, on banalise vachement les efforts aujourd'hui. J'entendais quelqu'un dire finalement le GR20 c'est pas si compliqué que ça. Il y a pas plus tard qu'hier quelqu'un qui disait que l'ascension du Mont Blanc en été c'était très facile. C'est vrai que là aujourd'hui on banalise beaucoup. Après on voit qu'il y a des accidents, des morts et c'est important de rappeler que c'est pas parce que l'ultra ou ces disciplines-là deviennent de plus en plus populaires qu'elles sont moins difficiles ou moins exigeantes. La difficulté reste là. Donc ça fait que conforter ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui veut prolonger cet échange? Ton prénom, c'est Inès, enchantée.
Bonjour, moi j'ai une question parce que j'ai vu d'abord le film du GR20 et maintenant celui-là. Et sur le GR20 c'était 35 heures, là c'en est que 26 entre guillemets. Moi ma vraie question c'est le sommeil, comment ça se gère et comment ça se sent sur une course quand on court non-stop ou même si c'est la marche rapide. Comment est-ce qu'on ressent le sommeil? Est-ce qu'à des moments on est vraiment en train de s'endormir ou est-ce que non c'est juste qu'on se dit qu'il faudrait se reposer pour les jambes? Ça se passe comment? Alors pour le GR, ça avait été compliqué, vraiment. Justement, on avait un peu sous-estimé cette difficulté-là en se disant, il n'y a qu'une nuit. Enfin, normalement, il n'y avait qu'une nuit. Donc ça devrait passer. Et c'est vrai qu'au GR, j'ai vraiment ressenti des grosses fatigues. Et vraiment, oui, je m'endormais. Clairement, je courais et j'avais l'impression de m'endormir et de tomber en fait, de fatigue. Donc j'appréhendais beaucoup. Je ne l'ai pas forcément travaillé parce que courir la nuit, c'est pas possible. À force, les journées sont trop pleines. Donc je l'appréhendais. À la Diag, ça s'est bien passé parce qu'en plus, on partait la nuit. Donc finalement, il y avait moins cette fatigue physio couplée à la fatigue de l'effort parce qu'on était entre guillemets frais pendant la nuit. Donc finalement, la Diag, franchement, je n'ai pas ressenti ça. Et la hard rock, j'avais peur parce que ça revenait un peu le même schéma que la Corse. Et je n'ai pas eu ce ressenti, ça a été. J'étais fatiguée, clairement, mais j'avais pas ce côté où vraiment je m'endormais, ce que j'ai pu ressentir sur la Corse, quoi. Après, la chose qu'on a changée, on ne s'est pas plus entraîné la nuit, mais la chose qu'on a changée, c'est de moins s'arrêter. Alors en Corse, je ne me suis pas beaucoup arrêtée, mais on avait prévu 20 minutes de pause à Vitzavone, au milieu de parcours, ce qu'on a fait. Et en fait, je pense que ça a été une erreur parce que vraiment, j'ai eu froid, en fait, j'ai eu du mal après à repartir, j'ai eu mal au ventre. Et c'est après que vraiment, il y a eu la cascade de la fatigue, de mal de ventre et difficultés. Et en revenant sur ça, on s'est dit, plutôt que de couper, en fait, vraiment de faire des mini pauses au ravito et d'expédier. Alors, c'est peut-être pas la clé, mais en tout cas, d'avoir fait ça sur la Diag, sur la hard rock, ça a été mieux, finalement, paradoxalement, à gérer. Donc, après, peut-être faire des micro-sommeils, c'est pas non plus néfaste, quoi. La Corse, c'est ce que j'avais fait, mais de le faire en amont, avant de tomber de fatigue, ça peut être aussi à envisager. Mais il faut pas que ce soit trop long. En tout cas, je pense, parce que si on s'arrête, c'est pas long, 20 minutes, mais si on coupe trop l'effort, je trouve que c'est hyper difficile après. C'est encore pire. D'autres questions? C'est super. Bon, merci infiniment Annelise pour cet échange. C'était très très cool de t'avoir ce matin pour pouvoir discuter. On a hâte de te voir maintenant sur ton prochain objectif, certainement à Chamonix. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bon cycle d'entraînement, bon PPG, renforcement musculaire. Merci encore à Iron de nous avoir accueillis pour ce très bel échange. Et puis je te dis à très vite. Merci à tous. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.